Beaucoup de turbulences cette semaine sur les marchés. Outre des publications macroéconomiques majeures, les publications d'entreprises aux États-Unis ont provoqué des décalages violents. Et Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, a gâché la fête. Des cryptos qui sont sous pression baissière, mais c'est pas si mal. C'est parti, c'est maintenant, synthétisons tout ça et abonne-toi si c'est pas déjà le cas. Les indices avaient particulièrement bien réagi sur les gros niveaux clés qu'on avait déjà évoqués ensemble. Christine a tout cassé. Ladies and gentlemen, alors je vais peut-être remonter les taux, mais peut-être pas. Mais je refuse en tout cas catégoriquement de confirmer qu'une remontée des taux cette année est très improbable. Ah oui, en effet, on est quand même dans la nuance là. Bon, je te la fais courte, le marché s'est dit merde, elle va les remonter. Alors elle n'a pas touché à ses taux directeurs, d'ailleurs même les taux de dépôt qui sont déjà négatifs à moins 0,5%, les taux de dépôt ce sont les banques qui donnent de l'argent à la Banque Centrale Européenne pour les garder au chaud, donc les banques payent pour ça. Mais c'est vrai que ça a été plutôt décevant, la faute à l'inflation. Encore une fois. Parce qu'aux États-Unis, ils sont à 7% eux. Nous, en zone euro, on en est quand même pas loin parce qu'au mois de décembre, on était à 5% d'inflation. Et le problème, c'est que dans la zone euro, il n'y a pas qu'un seul pays. Oh bon! Et ils n'ont pas toute la même progression des prix. À Malte, par exemple, on est à 2,6%. En Estonie, on est à 12% d'inflation. Le point commun qu'a tous les pays de la zone euro, c'est qu'ils sont tous, en termes d'inflation, au-dessus de l'objectif de la Banque Centrale Européenne, qui est de 2%. Qui dit raffermissement probablement de la Banque Centrale Européenne au mois de mars, alors qu'aux États-Unis, c'est déjà anticipé par le marché, c'est intégré dans les cours, ce qu'on appelle pricé. Dit donc euro-dollar, boum! La Banque Centrale d'Angleterre, elle, a relevé ses taux, mais ça, c'était prévu par le marché. On est désormais à 0,5% sur les taux directeurs. Ce qui a plutôt fait tiquer les marchés, c'est que 4 membres du board étaient plutôt favorables à une double remontée d'un coup, une hausse plus importante des taux. Du côté de l'inflation, en Angleterre, on est à 5,4%. C'est le rythme le plus important que le Royaume-Uni a connu depuis 30 ans. Et d'après la Banque Centrale, ça pourrait monter jusqu'à 7% cette année. Du jamais vu depuis la récession des années 90. Globalement, alors que les marchés étaient plutôt apaisés après un discours de GG relativement vague, les marchés sont en train d'intégrer des politiques monétaires de banque centrale un peu plus fermes que prévu pour lutter contre l'inflation. C'est ce qu'on appelle être hawkish, faucon, à l'inverse de dovish, colombe. À ne pas confondre avec le tomahawk, qui est cette fameuse hache, ou le tomahawk de Black Angus, une découpe de bœuf particulièrement appréciée pour... Ouais, non. En même temps, faut pas trop se plaindre parce que au Brésil, les taux directeurs ont encore augmenté. Ah, ils sont maintenant à plus de 10%. Et ça fait 2 trimestres consécutifs qu'ils sont en croissance négative. C'est ce qu'ils disent tous pour éviter le terme de... C'est un gros mot, faut pas en parler. Récession, c'est ça. Au mois de mai, ce sera probablement la dernière augmentation des taux à 12% d'intérêt. C'est toute la difficulté qu'il y a à la Banque Centrale entre jongler avec cette inflation qui est énorme, 10% l'année dernière, et cette croissance qui est pas au top, cette restriction monétaire qui devrait entraîner une baisse de l'inflation à 5% cette année. Tiens, en parlant d'inflation, il y a l'OPEP avec ses alliés dont la Russie. Ils ont annoncé une hausse de la production de barils supplémentaires de 400 000 par jour d'ici le mois de mars. Mais alors, pourquoi le pétrole, il réagit pas? Pourquoi il est toujours au taquet sur ses records annuels, sur ses plus hauts depuis 2014? Parce que la situation en Libye est plutôt tendue, qu'ils produisent du coup 140 000 barils de moins par jour. Et donc, de manière générale, les membres de l'OPEP ont augmenté de seulement 50 000 barils par jour, c'est beaucoup moins que ce qu'ils avaient prévu. Donc la demande continue à progresser, l'offre reste la même, ou pas loin, donc hausse des prix encore. Côté chiffres, cette semaine, nous attendions l'emploi mensuel aux États-Unis. Nous avons eu la mise en bouche mercredi à 14h15 avec l'ADP. Il y a eu 300 000 destructions de postes, alors que le marché attendait près de 200 000 créations de postes. Et la preuve que le rapport entre l'ADP le mercredi et le NFP le vendredi n'ont absolument aucun rapport. Le NFP, on attendait seulement 100 000 créations d'emplois, et il y en a eu 467 000 de création d'emplois. C'était largement meilleur que prévu. Les marchés prêtent beaucoup plus attention au NFP et du coup ils se sont dit en fin de semaine ça sent quand même la hausse des taux bientôt. La réaction du marché a été plutôt de se dire good news is bad news.
On est déjà au mois de février, oui, le temps passe vite. Et c'est l'heure de se projeter, de savoir si c'est un mois plutôt cool sur les marchés ou plutôt pas cool. Eh ben, c'est pas folichon. Sur les 10 dernières années, c'est un petit vert. Sur 20 ans ou sur 70 ans, en termes de perf, globalement, on est plutôt à zéro. Il y a un moment où tu vas nous sortir quelque chose de positif dans ce débrief hebdo là, parce que moi je suis pas loin là. Oui, attends, pose ça. C'est qu'à chaque fois qu'on a un mois de janvier pourri, les 11 mois qui suivent, c'est plutôt positif. Ouais, il y a intérêt à ce que t'as raison parce que sinon moi je reviens. Là j'en ai marre, depuis le début de l'année là, tout se pète la gueule partout, j'en peux plus. Concernant les publications d'entreprise cette semaine, comment te dire, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit exceptionnellement bon la fête du slip, soit c'est exceptionnellement pourri sauf qu'il peut, moins 20, moins 25% direct. Ah, faut choisir, hein. Soit c'est dégueu, soit c'est exceptionnel. Nous avons eu la publication cette semaine d'Amazon qui a doublé ses bénéfices sur le dernier trimestre. 14 milliards de dollars de résultats nets. C'est 2 fois plus qu'il y a un an. Presque 140 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et en plus de ça, elle se paye le luxe d'annoncer qu'aux États-Unis, elle va augmenter ses prix sur Amazon Prime en passant l'abonnement de 119 dollars à 139 dollars. Allez hop, sachant que il y a 200 millions d'abonnés dans le monde, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 2 ans, combien est-ce que cette petite augmentation de 2 dollars de plus par mois lui rapportera? Je vous laisse faire les calculs. Ne vous trompez pas sur le nombre de zéros. Après sa publication de résultats, Amazon a pris 15% après bourse. Facebook, alias Meta, moins 25% après sa publication. C'est dégueu. On en a parlé cette semaine dans une courte vidéo, mais tu le sais si tu es déjà abonné. Google, Alphabet, elle est dans la team, plus 10%. Nouveau record historique à plus de 3000 dollars l'action. D'ailleurs, elle a annoncé dans le même temps diviser le cours de son action par 20. Alors, ça va pas changer en termes de valorisation, hein, parce que ça restera le même. Mais disons que c'est surtout d'un point de vue psychologique. Parce qu'à 3000 balles l'action, tu peux te dire, bon, c'est cher, machin, alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. Mais du coup, tu as l'impression d'en acheter plus. Et disons que ça a toujours un effet plutôt positif. Résultat net sur le trimestre, plus de 20 milliards de dollars. Marge opérationnelle, près de 30%. Et le cloud, c'est ce qui revient souvent à la mode dans la publication de ces mastodontes qui leur rapportent une croissance quand même assez exceptionnelle. Pour Google, le cloud, c'est 45% de croissance, avec désormais plus de 5 milliards de dollars de revenus juste pour cette branche. Comme quoi, contrairement à ce qu'on peut penser, les nuages, ça pèse. Snapchat, là on est dans la team 50%. Oui, 50%. Alors ça c'est parce qu'il y a eu 2 effets qui se coulent. Premier effet qui se coule, la publication de Facebook, c'est complètement dégueu, impacté par toutes ces restrictions là, cette nouvelle réglementation d'Apple. Oui, confidentialité, mise à jour, on veut pas être traqué, pas de publicité, tout ça. Du coup les investisseurs se sont dit si Facebook se fait démonter avec ça, et ben Snapchat, on va en prendre plein la gueule aussi en fait. Donc là, elle a perdu 25%, comme Facebook en fait. Pas de jaloux. Allez, tu te fais déchirer, bouge pas, j'arrive. Lendemain, publication de résultats. Et là, elle annonce, non, mais on va éviter des dommages supplémentaires liés à la confidentialité d'Apple. Incroyable retournement de situation. Snapchat, plus 50% après bourse. 330 millions d'utilisateurs prévus pour le trimestre qui va venir, plus 20% d'utilisateurs d'une année sur l'autre. Les investisseurs ont eu chaud, mais les plus frileux, malheureusement, certains sont sortis tout en bas. Et après, l'action s'est envolée de nouveau. PayPal, hop, team défonce, moins 25%. Publication mal accueillie. Donc, c'était vraiment très chaud cette semaine sur les publications d'entreprises américaines. Preuve aussi d'une certaine tension des investisseurs sur les niveaux actuels de marché. Les marchés qui évoluent donc dans des larges ranges dont on avait déjà évoqué le sujet, avec ces fameuses stratégies acheteuses, que ce soit sur le Dow Jones, le SP500, le DAX, et ils ont tous rallié des zones de résistance intermédiaires. C'est à ce moment-là que les indices ont échoué au contact de ces résistances, que ce soit le DAX sur ses moyennes mobiles journalières, le Dow Jones sur cette zone de résistance qu'on avait évoquée ensemble en début de semaine au travers du carnet de bord, ou le Nasdaq sur les 15 200, échec là aussi. D'ailleurs, j'ai pris que ce dernier en short, parce qu'effectivement, on avait quand même un flux haussier absolument hallucinant jusque-là, qui a quand même donné un trade de 300 points, c'était pas mal. Avant finalement d'essayer de reprendre le train haussier avec un achat, mais cette fois-ci en demi-position, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de tension au travers de ces publications d'entreprise, qui s'est soldé d'ailleurs par une demi-perte donc de 80 points sur l'indice Nasdaq. Ces échecs sur résistance étaient donc des zones de vente offensives. Mais n'oublions pas les tendances de fond haussière et ces grosses zones qui pourraient d'ailleurs être retravaillées dans les prochains jours. C'est pour ça que pour la semaine prochaine, je préférerais très probablement acheter à nouveau sur ces grosses zones des
daily, weekly, donc sur repli, en attendant bien entendu des signaux positifs de marché, parce qu'en attendant, on risque d'avoir toute cette notion de lessiveuse dans ces ranges. Et c'est vrai que c'est très difficile quand on arrive en milieu de range, on a un flux haussier et en même temps, on n'a pas forcément de catalyseur suffisamment positif pour justifier de retourner sur des records historiques, donc ça mèche un peu dans tous les sens. J'estime que les banques centrales, même si elles entrent dans un processus de raffermissement monétaire, qu'elles le font en douceur et qu'il faut simplement laisser le temps au marché de pouvoir respirer et les digérer. Sinon, j'y suis retourné une troisième fois sur le silver. Eh oui, depuis le mois de septembre, sur cette grosse zone, comme on dit, jamais 203, simple, efficace. J'en parle depuis un moment ici et j'ai pas de raison de changer. En tout cas, pour le moment, j'ai pas d'indication contraire. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Lorsqu'on a une zone d'intervention sur le marché, sur un actif en particulier, on a également identifié des tendances au préalable. On sait dans quel sens on va agir et à quel moment, idéalement. Si le marché à ce moment-là nous donne raison, autrement dit qu'il nous donne un signal technique qui va dans notre sens, sur une unité de temps plus courte, c'est pas le moment de tergiverser en essayant de tracer 12 000 scénarios dans tous les sens qui n'auraient finalement que pour seul objectif d'essayer d'avoir raison, quoi qu'il se passe. On a préparé le terrain. Tous les voyants sont allumés pour pouvoir y aller. Alors, on y va avec le règle de money management qu'on a défini. Il n'y a absolument aucune certitude qu'on ait raison. Mais sur le marché, il faut essayer le plus possible de prendre des décisions froidement. Et ensuite, on débriefe. Que ce soit bien, que ce soit moins bien, en corrigeant pour la prochaine fois la petite erreur éventuellement qu'on aurait faite, sans tout remettre en question, tout balayer. Le Nasdaq, par exemple, j'avais identifié, il arrive dans ma zone, j'ai un signal sur une unité de temps inférieure, j'y vais. Le Silver, comme je viens de te le montrer, c'est pareil, j'y retourne, j'y vais. Le marché me donne des éléments positifs alors qu'on arrive à nouveau dans cette zone. Le Nasdaq, j'y suis retourné à l'achat. Le timing était moyen, parce qu'on n'était pas sur une grosse zone d'intervention. Mais je voulais simplement me remettre dans le sens du train haussier. Je sais que le timing est moyen, que le flux horaire est plutôt baissier, mais je suis dans le sens daily. Donc demi-position, stop loss de protection serré, avec un risque plus faible, je me fais sortir, je passe à autre chose. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut aussi se libérer de cette pression, d'essayer de toujours vouloir attraper le point haut, attraper le point bas. Strictement tous les mouvements sur tous les actifs qui existent, ce n'est pas possible, c'est ingérable. Psychologiquement et techniquement, c'est ingérable. Donc, 3-4 plans dans la semaine, 3-4 trades, ça peut largement suffire. Et surtout, c'est d'être beaucoup plus actif quand on sent le marché et surtout quand le marché nous donne des éléments qui vont dans notre sens. Et de se mettre un petit peu plus en retrait quand ça va pas. Non, j'y vais pas. J'ai l'impression que la merde ne me veut pas. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas bien grave, parce que ça arrive à tout le monde. Mois de janvier difficile sur les cryptos, malgré le fait que le couteau semble s'être planté sur le Bitcoin notamment. La phase de latéralisation se poursuit toujours sur la capitalisation totale, donc sur l'ensemble des cryptos, on est à peu près dans des configurations similaires. Le point global a été réalisé mercredi dans le crypto hebdo. Je vais simplement actualiser 2-3 points. Prenez bien quand même en considération que entre le moment où vous regardez cette vidéo, peut-être dimanche à 10h, et le moment où elle est tournée, il s'est passé quasiment 2 jours. Disons qu'il y a un peu de boulot entre le tournage et la diffusion de la vidéo. Mais non, t'inquiète, j'ai que ça à foutre à 6h du mat. Donc, on sera peut-être pas au même niveau au moment où j'évoque tout ce que je raconte là, mais ça changera rien à ce que je pense. Premièrement, le Bitcoin et l'Ethereum doivent passer leur moyenne mobile à 20 jours. Elles font barrage, elles font office de résistance et elles font office de point de repère de cette tendance baissière daily. Comme d'ailleurs sur beaucoup de cryptos. Franchir ces moyennes mobiles à 20 jours sera déjà une première étape. Parce que le plus important pour moi, c'est de construire cette progression, de construire des plus bas de plus en plus haut et éviter peut-être aussi que ça s'emballe parce que beaucoup espèrent beaucoup rapidement avec des effets de levier et généralement derrière on se reprend un coup de bâton. Objectif que ce soit construit sur la durée. Donc, faut pas s'impatienter, faut pas s'inquiéter s'il y a moins de volatilité depuis quelques jours. Deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'en début d'année. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de cryptos qui se détachent. Tout est à peu près en mode faible volatilité. Et donc, à peu près, tout rebondit un peu ou tout retombe un peu simultanément. Troisième chose, celles qui se sont faites le plus massacrer ont plutôt tendance à rebondir légèrement plus que les autres, que les plus fortes, qui ne semblent plus avoir trop de jus. Mais encore une fois, faut pas tirer de conclusion sur une semaine, 2 semaines, parce que ça se fait sur la durée. C'est la raison pour laquelle soit il faut être particulièrement actif pour travailler sur des petits écarts, ou alors attendre des jours meilleurs pour pouvoir réallouer le cash qu'on a encore à disposition sur son capital. Et enfin, on a déjà connu des situations de baisse et des situations d'attente aussi longues, mais il faut essayer de relativiser. Déjà, si on prend en considération les variations par rapport au plus haut par exemple, faut prendre aussi les variations par rapport au plus bas. Certaines cryptos, on a l'impression qu'elles ont perdu 40, 50,
60% que c'est la fin du monde. Sauf qu'elles sont encore à 500, 600, 700% pour certaines d'entre elles au-dessus des plus bas de cet été. Je pense qu'il faut faire abstraction de ces variations et plutôt considérer avec recul les tendances weekly et daily et de reconsidérer plutôt des redémarrages sur des unités de temps plus courtes. Même si c'est ennuyeux, parfois fatigant, on a l'impression de s'épuiser pour pas grand chose si on est très actif. Travaillons simplement les zones d'intervention, notamment sur les marchés traditionnels, et patientons si on a un peu moins d'expérience sur le marché des cryptos, parce que même si oui, pour le moment, rien n'est perdu, rien n'est acquis, je fais toujours partie de ceux qui sont optimistes. Courage à tous, merci pour vos likes de plus en plus nombreux. Ciao!